Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui entre toujours dans le cadre des cours de la MPSI 3 du CPGE Moulay Youssef de Rabat. Dans cette vidéo, je vais essayer d'expliquer la deuxième et dernière partie sur le cours d'intégration des fonctions continues par morceau sur un intervalle. Et spécialement, on va essayer de discuter les critères de convergence d'une intégrale impropre. Puis, on va essayer de voir quelques méthodes de calcul d'intégrale impropres. Et finalement, on va essayer de parler d'une classe de fonctions dites les fonctions intégrales. Alors, le problème, donc, étant donné une intégrale généralisée, l'intégrale entre a et b de f de t dt, avec b fini ou infini, telle que la fonction f est définie juste sur, définie continue par morceau sur l'intervalle soumis ouvert à b. Alors, le problème qui se pose, c'est l'intégrabilité, c'est la convergence de cette intégrale. D'accord? Alors, lorsqu'on connaît une primitive en fait de la fonction petit f, donc il est vraiment facile de voir de vérifier est-ce que l'intégrale convergente ou pas. Parce que si on connaît une primitive, l'intégrale n'est autre que la limite en b- de grand F, la primitive, moins grand F de A. Hein, c'est tout simplement. Et donc la convergence de l'intégrale deviendrait juste le calcul d'une certaine limite et ceci est moyennement facile. D'accord? Alors malheureusement, ceci est rarement le cas. Donc en général, on connaît pas une primitive de petit f. Et donc, l'idée, c'est de comparer notre intégrale avec des intégrales de référence, avec des fonctions de référence. Donc, comment on fait pour les suites numériques? D'accord? Donc, c'est ça l'idée. Alors, premièrement, on va commencer par le cas positif d'une fonction positive. Donc, étant donné une fonction continue par morceau sur l'intervalle AB, semi-ouvert en B, donc ouvert en B, une fonction à valeur positive. D'accord? Avec B égale infini ou infini. Hein. Donc, le théorème donne en fait une condition nécessaire et suffisante sur l'intégrabilité, sur la convergence de l'intégrale. D'accord? Donc, on considère cette fonction-là, donc la fonction qui a l'intégrale de ax de f de t dt. Alors, l'intégrale entre a et b de f de t dt converge si seulement aussi cette fonction-là est une fonction qui est majorée. D'accord? Donc cette fonction est majorée et dans ce cas, s'il est majoré, si grand f est majoré, donc il va admettra une limite en fait, on va voir pourquoi. Et dans ce cas, l'intégrale n'est autre en fait que la limite de cette fonction-là, hein, par définition. Alors, dans le cas où la fonction, dans le cas contraire, donc dans le cas où cette fonction n'est pas du tout n'est pas majorée. Donc la limite de cette fonction va atteindre nécessairement plus l'infini. Hein, va atteindre nécessairement plus l'infini. Et donc une intégrale d'une fonction positive et convergente si seulement si cette fonction est majorée, hein, tout simplement. Et donc, alors pour la preuve, c'est juste on considère la fonction grand F. Et on remarque seulement que grand F est une fonction qui est croissante parce que petit f est positive. Donc c'est une fonction qui est croissante vu à la positivité de petit f et à la relation de Charles, si vous voulez. Ou vous faites juste f de x moins f de y, c'est l'intégrale entre xy de f de t dt. Hein, et vous comparez lorsque x est inférieur à y ou y inférieur à x. Hein. C'est très simple. Donc c'est une fonction qui est croissante, d'accord? Et donc elle est croissante, donc elle admet une limite si seulement si il est majoré. Hein. Donc pour que l'intégrale converge, ça veut dire que f admettra une limite finie.
Et donc il admet une limite finie si seulement si grand F est majoré. Voilà, c'est tout, hein. Alors, dans le cas où on a une intégrale sur un intervalle AB, sur cette forme-là, d'accord? Donc, ici, il faut remarquer que la fonction grand F est une fonction grand F de x égale à l'intégrale entre x et b, parce que le problème est situé en A. Donc c'est une fonction cette fois-ci qui est décroissante. D'accord? Décroissante. Et donc il va admettre une limite si seulement si on A plus, si seulement si il est minoré, hein, cette fois-ci. D'accord? Et donc du coup on obtient un résultat similaire au résultat qu'on vient d'énoncer et qu'on vient de démontrer. Donc cette fois-ci c'est minoré. Et par conséquence, donc, les théorèmes de comparaison qu'on va essayer d'aborder donc, vont rester valables, hein. C'est juste, donc on va traiter juste le cas AB, ce cas-là. Mais ce cas-là, c'est vraiment très similaire, hein. Alors, si petit f est à valeur réelle positive, on reste dans le cas positif, et s'il admet une intégrale convergente sur i, alors il admet une intégrale convergente sur i si seulement si la fonction f est majorée, hein. La fonction f ici, c'est la primitive, hein. Ici, c'est la primitive. Ou c'est, non, c'est pas la primitive, mais bon, ici, je réponds, je reprends le théorème, en fait, d'une autre façon. D'accord? Euh, voilà. Donc, alors, et qu'est-ce que j'ai écrit ici? Alors, dans le cas où la fonction, la borne supérieure est donc voilà, oui. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, l'intégrale entre a et b de f n'est autre que la borne sup, d'accord? De la borne sup n'est autre que la borne sup, c'est le sup des intégrales sur les segments de l'intervalle AB. Donc le sup sur tous les segments, ça veut dire c'est le sup sur l'intégrale entre x et y, d'accord? Avec xy de f, avec xy de deux points de l'intervalle AB. D'accord? Alors, dans le cas où l'intégrale d'une fonction positive n'existe pas, donc il est pratique d'écrire en fait que l'intégrale égale à plus l'infini, hein. On a dit que l'intégrale va converger vers plus l'infini, et donc on écrit par la suite que l'intégrale entre a et b de f de t dt égale à plus l'infini lorsque l'intégrale n'est pas convergente. Donc ceci dans le cas où la fonction est positive. Si la fonction est négative, on écrit que l'intégrale égale à moins l'infini. Voilà. Alors comme exemple d'application de la proposition précédente, donc on prend en fait l'intégrale par exemple de la fonction exponentielle moins t sur t carré au voisinage de plus l'infini. Donc cette fonction-là, alors exponentielle moins t sur t carré est majorée par exponentielle moins t, d'accord, 1 sur t carré inférieur à 1. Et donc, puisque cette fonction-là, alors l'intégrale, donc grand f de x, c'est l'intégrale entre 1 et x de cette fonction, qui est inférieure à l'intégrale de cette fonction-là, et qui est égale en fait à exponentielle moins 1 sur exponentielle moins x, qui est inférieure à exponentielle moins 1. Et donc, donc cette fonction-là est une fonction qui est bornée par exponentielle moins 1, indépendamment de x. Et donc, du coup, d'après le théorème précédent, cette intégrale converge. D'accord? Cette intégrale est une intégrale qui est convergente. Alors, on déduit facilement du théorème qui précède, donc le premier critère de comparaison, en fait. Alors, étant donné deux fonctions f et g continues par morceau sur un intervalle AB à valeur positive, telles que f inférieur ou égal à g, au voisinage de P, hein, juste la comparaison juste au voisinage de P local. Alors l'intégrale entre A et P de G, donc local, c'est parce qu'on a déjà dit dans la vidéo précédente que l'intégrale est vraiment locale et elle dépend que de la valeur de l'intégrabilité au voisinage de B, hein. Sinon, loin de B, la fonction est continue par morceau.
Et donc, en fait, si l'intégrale de g converge, si g est une fonction qui est intégrable, alors f est intégrable, hein. Si l'intégrale de g est finie, alors l'intégrale de f sera finie. Alors ici, on compte sur la positivité, hein. On compte sur la positivité pour que l'intégrale ici soit bornée inférieurement. Alors si, par exemple, l'intégrale entre a et b de f diverge, donc si f s'explose au voisinage de 0, si l'intégrale diverge, hein, alors l'intégrale de g aussi divergera, hein. D'accord, donc c'est comme pour les suites, hein, c'est comme pour les gendarmes, hein. Si la fonction f admet une intégrale, si la fonction f n'admet pas d'intégrale, donc g n'admet pas d'intégrale, si g admet une intégrale, alors f admet une intégrale généralisée aussi. Alors par hypothèse, donc puisqu'on demande que f inférieur à g au voisinage de p, donc il va exister un certain c tel que f de t est inférieur ou égal à g de t, quel que soit t comprise entre c et b. C et b, pardon. Entre c et b. D'accord? Donc ce qui assure en fait que quel que soit x entre a et b, on a entre c et b, hein, pardon, entre c et b, on a l'intégrale entre c et x de f de t dt inférieure à l'intégrale entre c et x de g de t dt. Donc juste on intègre ceci, hein, juste on intègre ceci. Alors l'intégrale entre a et c de f de t et l'intégrale entre a et c de g de t, ce sont deux intégrales convergentes parce que les fonctions sont continues par morceaux sur les morceaux sur le segment AC. Et donc voilà, donc là on obtient en fait que l'intégrale entre a et b converge si seulement si cette intégrale converge. Et si cette intégrale converge, donc celui-là converge et celui-là converge si seulement si l'intégrale de a à b de f converge. D'accord? Et donc là on l'écrit l'intégrale de f de g converge si seulement si la fonction, alors ceci implique que la fonction, l'intégrale de c à x est majorée, hein. S'il est majoré, alors l'intégrale de c à x de f est majorée, hein, par la même constante m. Et donc l'intégrale entre a et b est aussi majorée, par la constante. Donc l'intégrale, donc la grand f associée à petit f, donc l'intégrale entre a et x de f est majorée par une certaine constante. Donc, d'après le théorème précédent, la condition nécessaire et suffisante sur l'intégrabilité des fonctions positives, on tire que l'intégrale entre a et b est une intégrale qui est convergente. Alors, si cette intégrale y diverge, d'accord, si cette intégrale diverge, donc l'intégrale, alors puisque l'intégrale, donc cette fonction-là est une fonction qui va tendre vers plus l'infini, hein, donc il n'admet pas de limite, parce que la fonction est positive, f est positive, et donc il n'admet pas de limite, donc il admet une limite qui est plus l'infini, parce que c'est une fonction qui est croissante, comme on vient de dire dans le théorème précédent. Et donc, puisqu'il tend vers plus l'infini, alors il en est de même pour cette intégrale, hein. Pour cette intégrale, l'intégrale entre a et x va tendre en fait vers plus l'infini parce qu'on fait juste l'intégrale entre a et c. Ici, il faut couper l'intégrale, d'accord? L'intégrale entre a et c est finie de f, donc l'intégrale entre c et x, c'est lui qui va tendre vers plus l'infini. Et s'il tend vers plus l'infini, alors l'intégrale entre c et x de g converge vers plus l'infini. S'il converge vers plus l'infini, donc l'intégrale entre a et x de g tendra aussi vers plus l'infini. Et donc g n'admet pas d'intégrale. Alors comme résultat d'application, comme un exemple d'application, alors la gaussienne, c'est l'intégrale de l'exponentielle moins x carré dx. Donc pourquoi ils convergent? Donc c'est une fonction c'est une intégrale convergente parce que exponentielle moins x est majorée par exemple par exponentielle moins x tout court, hein. D'accord? Et ceci quel que soit x supérieur ou égal à 1, d'accord? Donc, ou même au voisinage de plus l'infini, hein. Et donc, l'intégrale, donc puisque l'intégrale de l'exponentielle moins x est une intégrale qui est convergente, donc elle en est de même pour l'intégrale de l'exponentielle moins x carré
dx, d'accord? Bon, parce que la fonction est bien positive et continue même sur l'intervalle 0 plus infini, sur intervalle plus, sur 1 plus. Voilà. Alors, pour la proposition 3, c'est une proposition de comparaison. Donc, étant donné f et g, deux fonctions continues par morceau sur l'intervalle AB à valeur réelle, positive juste au voisinage de B. Donc, on ne demande pas la positivité partout, carrément, juste au voisinage de B. Alors, si f est égal à un grand taux de G, donc on essaie juste de généraliser ceci, hein. Juste de généraliser ceci. Alors, si f égale à grand taux de G, donc on généralise et on enlève un petit peu les conditions. Donc ici, on ne demande pas que la fonction est positive carrément, hein, comme dans ce théorème-là, donc dans ce théorème. Donc ici, on demande que les fonctions soient tous positives, qu'il y ait une condition, soit positive toutes les deux sur AP, qui est une condition qui est vraiment très 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 forte, hein. Et de plus, on a, voilà, donc ici on a l'inégalité juste au voisinage de B, hein. Mais bon, ceci est vraiment très fort un petit peu, il est fort que l'autre, hein. Donc, si on dispose de deux fonctions continues par morceau sur le segment, sur l'intervalle AP, à valeur réelle, positive juste au voisinage de P, est tel que alors si f égale à un grand taux de G, donc inférieur ou égal à une constante fois G, hein, au voisinage de P, juste au voisinage de P, hein, alors si l'intégrale, si G admet une intégrale, alors f admet aussi une intégrale convergente impropre, d'accord? Et donc ici, il en est au même, c'est le cas si f égale à un petit taux de G, hein. Un petit taux, c'est un grand taux, et donc on a vraiment le même résultat, hein. Donc c'est vraiment le point 1 qui est, euh, qui est intéressante, hein. Le point 2 implique, hein, c'est juste un cas particulier du point 1. D'accord? Alors, donc, il suffit de montrer en fait que donc, que la première, hein, que le premier point, parce que f égale un petit taux implique que f égale un grand taux, hein. Et donc, f égale un grand taux de G, ça veut dire quoi? Au voisinage de P, ça veut dire qu'il existe un petit voisinage, il existe un C tel que, et il existe un certain M tel que quel que soit x compris entre C et B, on aura en fait que f de x inférieur à m fois module de g de x, hein. Et donc, puisque les fonctions f et g sont positives au voisinage de b, donc valeur absolue de f et valeur absolue de g n'est autre que, alors ceci veut dire que f de x inférieur à m fois g de x, quel que soit x compris entre c et b, hein, il va exister un certain c à partir duquel on a la positivité et l'application de grand taux, d'accord? Donc on peut appliquer le grand taux et on peut appliquer la positivité, hein, toutes les deux. Donc, alors si l'intégrale de g existe, donc l'intégrale de mg existe, et donc l'intégrale de f existe par le théorème précédent. D'accord? Alors voilà un petit exercice d'application de la proposition précédente. Donc là, on demande de préciser les valeurs de alpha pour lesquelles on aura en fait 1 sur x, ln de x égale un petit tour de 1 sur x à la puissance alpha. Donc c'est un exercice vraiment banal, très très facile. Alors x à la puissance alpha sur x, ln de x, quand est-ce qu'elle converge vers 0? C'est seulement aussi. Donc on a x à la puissance alpha moins 1 sur ln de x, converge vers 0. C'est seulement si alpha moins 1 est négatif, hein, voisin de plus l'infini. Donc négatif strict et négatif ou nul. Donc négatif ou nul, ça veut dire que alpha moins a alpha est inférieur ou égal à 1. D'accord? Mais inférieur ou égal à 1, un petit taux de 1 sur x à la puissance alpha n'est pas convergent au voisinage de plus l'infini. Et donc on ne peut rien dire sur l'intégrabilité de 1 sur x ln de x, hein, parce que celle-là n'est pas intégrable au voisinage de plus l'infini pour les alpha inférieurs ou égal à 1. Alors, on inverse un tout petit peu. Alors, 1 sur x ln de x, quand est-ce que c'est le majeur 1 sur x à la puissance alpha? Donc, de la même façon,
x sur ln de x, et x ln de x sur x à la puissance alpha converge vers 0 lorsque x tend vers plus infini, si seulement si alpha moins 1 est positif strictement cette fois-ci. Ça veut dire que alpha est supérieur strictement à 1. Hein. Et donc, pour l'intégrabilité de ça, donc, qu'est-ce qu'on peut dire de l'intégrabilité de ça? On ne peut rien dire. Hein. Alpha supérieur strictement à 1. On a cette fonction-là, 1 sur x à la puissance alpha converge au voisinage de plus l'infini. L'intégrale, c'est une fonction intégrable au voisinage de plus l'infini, c'est une intégrale de Riemann. Mais si celle-là converge, alors on ne peut rien dire pour celle-là. Hein. On ne peut rien dire pour celle-là. Et là, on dit que est-elle admet une intégrale? Est-elle intégrable? Bon, cette fonction-là n'est autre en fait que la dérivée de ln de x, hein, log de x. Donc c'est juste, alors elle admet comme primitive log de x, et c'est une fonction, log de x, c'est une fonction qui n'est pas majorée, et donc cette fonction-là n'est pas du tout intégrable. Voilà. Donc il existe également les intégrales quelques intégrales de référence qu'il faut apprendre par cœur et que je les ai mis en TD, sont les intégrales de Bertrand. Donc c'est l'intégrabilité de la fonction 1 sur x à la puissance alpha et ln de x à la puissance bêta. D'accord? Donc là, il faut en fait chercher les conditions de alpha et bêta pour que cette fonction soit intégrable. Alors comme exercice également, continuation de la proposition précédente, donc étant donné f et g égale de fonctions continues par morceau positif, telles que f égale un grand taux de g ou f respectivement f égale un petit taux de g. Alors montrer que en cas de convergence, le reste de l'intégrale de f égale à un grand taux du reste de l'intégrale de g. Respectivement, si vous avez un petit taux, alors ici vous aurez également un petit taux. Et en cas de divergence, donc la partie qui comprend l'intégrale, donc l'intégrale entre a et x de f de t dt égale un grand taux de l'intégrale de a à x de g de t dt, donc la partie dominante de l'intégrale égale un grand taux. Donc ici le reste, ici la partie dominante. Hein. Et c'est le même cas si on a un petit taux. Hein, si on a un petit taux. Voilà, respectivement, petit taux, petit taux, petit taux, grand taux, grand taux, grand taux. Hein. Donc il suffit vraiment juste de calculer qu'est-ce que c'est que f égale un grand taux, f égale un petit taux de notre fonction. Voilà. Alors pour la convergence, convergence et équivalence maintenant. Alors si f et g sont deux fonctions continues par morceau sur l'intervalle AB à valeur réelle, avec b fini ou infini, alors on suppose que g est positif par exemple au voisinage de p, juste au voisinage de p. Alors si f est équivalente à k fois g pour une certaine constante k, réelle non nulle, donc si g, alors f et g ont l'intégrale de f et l'intégrale de g sont de même nature. Hein. Les intégrales sont de même nature, ça veut dire qu'elles convergent toutes les deux simultanément ou ils divergent toutes les deux. Alors ici, on peut supposer dans la preuve que k est positif par exemple. Hein. Si c'est négatif, on va multiplier par un signe moins et donc l'intégrale de f à la place de travailler avec k fois g, on travaille avec moins k fois g. Et à la place de travailler avec f, on va travailler avec moins f. Hein. C'est tout simplement. Et l'intégrale de f converge, c'est seulement aussi l'intégrale de moins f l'est également. Alors par définition, f est équivalente à k fois g si seulement si f moins g égale à un petit taux de g. Ceci veut dire que quel que soit epsilon positif, il va exister un voisinage de p à partir donc tel que quel que soit x dans ce voisinage là, un voisinage à gauche, hein, c'est pas un voisinage mais bon, un voisinage inter l'intervalle. On a f de x moins k de x est inférieur à epsilon ici, epsilon g de x. Il y a ici une erreur, encore une fois, donc epsilon fois g de x. D'accord? C'est la définition de petit taux.
Alors, G étant à valeur réelle positive, d'accord, donc au voisinage de P, et donc G, donc celui-là est égal à G. Et donc voilà, donc on fait enlever la valeur absolue, donc on fait obtenir ici k moins epsilon fois g de x, et là k plus epsilon fois g de x, hein, le k et le epsilon. Hein. Et donc, alors si vous prenez par exemple ici pour epsilon égale à k sur 2, d'accord, pour epsilon égale à k sur 2, ce qui est le cas, hein, parce qu'on applique juste ceci pour un certain epsilon. Donc, on obtient en fait que f est inférieur à, k sur, à, k, à 3k sur 2 fois g au voisinage de p, et k sur 2 fois g est inférieur à f au voisinage de p également. Et donc, on applique les théorèmes précédents. Donc, cette fonction, alors g admet une intégrale, si seulement si cette fonction admet une intégrale, ceci implique que f admet une intégrale. Et si f admet une intégrale, donc k sur 2 fois g admet une intégrale, si seulement si g admet une intégrale convergente. Voilà. Alors pour l'exemple, comme exemple d'application, alors prenons par exemple la fonction 1 sur x carré plus 3x plus 2 au voisinage de plus l'infini. Donc là, la fonction, donc si on voulait par exemple étudier cette intégrale, donc on fait également, on fait premièrement factoriser le dénominateur ou étudier le dénominateur. Donc on l'écrit comme ça, donc il ne s'annule vraiment pas parce qu'il est supérieur ou égal à 2. Il ne s'annule jamais. De plus, donc le problème sera situé juste en plus l'infini. Hein. Juste en plus l'infini. Donc la fonction elle est bien continue. Et le problème est juste en plus l'infini, mais en plus l'infini, 1 sur x carré plus 2x plus 3 est équivalent à 1 sur x carré, qui est bien une fonction intégrable comme une intégrale de Riemann avec alpha égale à 2 supérieur strictement à 1. D'accord? Et donc le résultat en découle en utilisant le théorème précédent, hein, ce théorème-là. Donc ils sont de même nature. Alors ici également, on a une autre intégrale. Donc si on voulait calculer l'intégrale, donc on va faire la même chose. Hein. Il faut étudier le dénominateur. Donc le dénominateur c'est x carré plus 3x plus 2. On peut l'écrire comme étant x moins 1 fois x moins 2. Donc elle s'annule en quoi? Elle s'annule en 1 et en 2. Et voilà, voilà. Ici j'ai commis une erreur. Hein. Donc, j'ai commis une erreur. Pardon. Donc, la fonction admet comme racine x égale à 1 et x égale à 2. D'accord? Donc, ici, il faut en fait étudier la fonction au voisinage de 1, au voisinage de 2 et au voisinage de plus l'infini. Donc, il y a ici trois problèmes, vraiment. Alors, au voisinage de 1, elle est équivalente à quoi? Elle est équivalente à 1 sur x moins 1, qui est une fonction qui n'est pas du tout intégrable au voisinage de 1. Et donc, l'intégrale est divergente. Hein, pardon, ici, j'ai juste étudié le cas, l'intégrabilité au voisinage de plus l'infini, mais bon, ici, il y a aussi le problème au voisinage de 1 et le problème au voisinage de 2. Et donc la fonction n'est pas g, n'est pas intégrable. Hein. Ceci, c'est vraiment, il est faux. Hein. Pardon. Alors pour un autre exercice, donc si vous avez f et g, deux fonctions continues par morceau, équivalentes au voisinage de P, alors lorsque les intégrales de f et g convergent, montrez que le reste de l'intégrale de f et le reste de l'intégrale de g sont équivalentes. Hein. Ici, juste, il faut encore une fois écrire ce que c'est que l'équivalence de f et g, puis intégrer, vous allez obtenir l'équivalence des deux quantités. Également, lorsque on a une divergence, on n'a pas d'intégrabilité, on n'a pas de convergence d'intégrale. Donc, montrer que la partie dominante de l'intégrale, les deux parties dominantes de l'intégrale sont équivalentes. Voilà. Alors, voilà deux propositions très utiles pour l'étude d'une intégrale, hein, de la convergence d'une intégrale. Donc, c'est la règle t à la puissance alpha f de t au voisinage de plus infini au voisinage de 0. Hein. Donc là, en fait, qu'est-ce que c'est que cette règle?
Alors, ces deux règles sont juste une comparaison de la fonction f, une fonction donnée qu'on voulait intégrer, avec 1 sur t à la puissance alpha au voisinage de 0 ou au voisinage de plus l'infini. 1 sur t à la puissance alpha, comme on a déjà dit, ce sont des intégrales de référence, ce sont les intégrales de Riemann, et on sait quand est-ce qu'elles convergent et quand est-ce qu'ils divergent. Voilà. Donc, étant donné A un nombre positif strictement et f une fonction de a vers plus l'infini, hein, d'accord, de a plus l'infini vers à valeur réelle, une fonction continue par morceau. Alors, s'il existe alpha positif strictement tel que supérieur strictement à 1, tel que la limite de t à la puissance alpha f de t égale à 0, ça veut dire que f de t égale un petit taux de 1 sur t à la puissance alpha, alors l'intégrale converge. Pourquoi? Parce que petit taux de 1 sur t à la puissance alpha et 1 sur t à la puissance alpha est une fonction qui est bien intégrable. Parce que alpha est supérieur strictement à 1, comme une intégrale de Riemann. Alors, s'il existe un certain alpha inférieur ou égal à 1 tel que la limite égale à plus l'infini, la limite égale à plus l'infini, ça veut dire que f de t est faible devant t à la puissance alpha 1. Donc, f de t est très très faible devant t à la puissance alpha avec alpha inférieur ou égal à 1. Mais alpha inférieur ou égal à 1, t à la puissance 1 sur t à la puissance alpha n'est pas du tout convergente. Donc f ne peut pas être convergente parce qu'il est encore faible. Hein. F est encore faible devant t à la puissance alpha. Donc l'intégrale de f de t entre a et plus l'infini dt est une intégrale qui est divergente. Hein. Donc par exemple, si vous revenir à 1 sur t, 1 sur x ln de x, donc vous pouvez, alors est-ce que vous pouvez appliquer ceci? Hein? Non, ceci n'est pas du tout applicable pour 1 sur x ln de x. Voilà. Alors, au voisinage de 0, donc ceci c'est au voisinage de plus l'infini. Hein. Donc, alpha supérieur strictement à 1, on a convergence au voisinage de plus l'infini. Alpha inférieur ou égal à 1, on a divergence. D'accord? D'intégrale, c'est vraiment les conditions de l'intégrabilité des fonctions, des intégrales de Riemann. Hein. Alors, étant donné, par exemple, si vous prenez aussi A positif strictement, f une fonction définie sur l'intervalle ouvert 0a, à valeur réelle, continue par morceau. Donc cette fois-ci, alors on va inverser, hein, alpha supérieur strictement à 1, on a intégrabilité au voisinage de plus l'infini, alpha inférieur strictement à 1, on a intégrabilité au voisinage de 0. Hein. Alors si on a, alors ici, la limite quand t tend vers 0, la limite quand t tend vers 0, je m'excuse, un problème de copier-coller. Donc la limite quand t tend vers 0 de t à la puissance alpha f de t égale à 0, donc ceci veut dire que f de t égale à un petit taux de 1 sur t à la puissance alpha, et 1 sur t à la puissance alpha est une intégrale, admet une intégrale convergente au voisinage de 0 parce que alpha est inférieur strictement à 1. Et donc l'intégrale entre 0 et a de f de t va être convergente, donc et même absolument convergente. Absolument convergente, ça veut dire que l'intégrale de la valeur absolue converge. L'intégrale de la valeur absolue de f aussi converge. Donc s'il existe alpha supérieur ou égal à 1 tel que la limite en 0 de t à la puissance alpha fois f de t égale à plus l'infini, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de t est une fonction qui est très 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 forte que la fonction t à la puissance alpha au voisinage de 0. Et donc, puisque t à la puissance 1 sur t à la puissance alpha n'est pas du tout convergente, donc f également, qui est encore plus forte, n'est pas du tout divergente, hein, ne peut pas être divergente, ne peut pas être convergente. Voilà, donc ce sont vraiment les deux règles, deux règles très très importantes qu'on utilise pour la convergence, pour étudier la convergence d'une intégrale, et également on utilise le théorème de ce théorème, hein, de l'équivalence,
Et on sait maintenant comment on cherche l'équivalence d'une certaine fonction au voisinage de plus l'infini ou au voisinage de b. Donc à l'aide d'un développement limité, hein. Alors, comme un exercice d'application, étudier l'intégrabilité de 1 sur log au voisinage de plus l'infini. Euh, de x carré tangente hyperbolique de x sur x carré x puissance 4, hein. Donc l'équivalence même, vous pouvez faire l'équivalence ici. Donc tangente hyperbolique, vous avez l'équivalence de tangente hyperbolique, c'est juste 1 au voisinage de plus l'infini. C'est une fonction qui est bien convergente, donc sinus hyperbolique sur cosinus hyperbolique, c'est une fonction qui est bien bornée au voisinage de plus l'infini. Et x carré sur x à la puissance 4, c'est une fonction qui est équivalente à 1 sur x carré, et donc elle est convergente au voisinage de plus l'infini, mais bon, ici c'est sur R, hein. Il faut étudier aussi au voisin de moins l'infini, c'est la même chose. Et il faut, alors, est-ce qu'on a un problème au voisinage sur R? Non, parce que la forme de dénominateur est toujours positive, ainsi que pour les autres, hein. Voilà, alors maintenant on arrive à présenter quelques méthodes de calcul d'une intégrale impropre. D'accord? Alors, la première méthode, c'est l'utilisation des primitives lorsqu'on connaît une primitive, hein. D'accord, donc si f est une fonction continue par morceau sur l'intervalle AB ouvert, à valeur dans K, dans R ou dans C. Donc aussi pour les critères d'intégrabilité, alors pour les critères d'intégrabilité, pour les fonctions complexes, donc il faut étudier la convergence de l'intégrale de la partie réelle et la convergence de la partie imaginaire. Et on revient sur ce théorème-là, hein. Donc c'est pas une restriction dans les conditions, hein. Donc étant donné une fonction à valeur réelle ou complexe, continue par morceau sur l'intervalle ouvert AB avec A et B. A, il peut qu'il atteindre moins l'infini et B peut atteindre plus l'infini. Et F, une primitive de petit f. D'accord? Donc, comme on a déjà dit dans la dernière vidéo, l'intégrale entre A et B de f n'est autre que la limite de f de x moins la limite de f de x, hein, en A et en B. D'accord? C'est la limite moins la limite, donc par définition même de l'intégrale. Et donc, petit f est intégrable si seulement aussi les deux limites existent, hein. Les deux limites existent et en cas d'existence, on a vraiment ceci, hein. Donc, si on connaît grand F, une primitive de petit f, donc le calcul de l'intégrale revient à calculer ces deux limites. Voilà. Alors, la deuxième méthode, c'est la méthode changement de variable. D'accord? Donc, étant donné une fonction continue par morceau sur l'intervalle ouvert alpha bêta, avec voilà, alpha bêta avec à valeur réelle ou complexe, et phi, c'est un difféomorphisme dans l'intervalle AB à valeur dans alpha bêta. D'accord? Ça veut dire que c'est une application bijective bidifférentielle, hein. Bidifférentielle. Ça veut dire qu'il est dérivable, admet une dérivée ainsi que son dérivé. Alors l'intégrale entre alpha et bêta de f de t dt converge si seulement aussi l'intégrale entre AB de f rond phi de t phi prime de t dt converge, hein. Les deux intégrales sont de même nature et en cas de convergence, on a l'égalité entre les deux intégrales. D'accord? Donc en cas de convergence, on a égalité entre les deux intégrales. Alors pour ce faire, on peut supposer que phi est croissante, parce que phi est une fonction qui est bijective, donc il va être soit croissante, soit décroissante, strictement. Donc on peut supposer ici que la fonction phi est une fonction qui est croissante, par exemple. Alors pour un segment x, pour tout segment xy de AB, donc le changement de variable, on a alors d'après le théorème changement de variable pour l'intégration sur un segment, on a l'intégrale entre phi de x et phi de y de f de t dt égale à l'intégrale entre x et y de f rond phi de u fois phi' de u du. Et donc, en fait, puisque phi est une fonction qui est bijective, croissante, strictement, donc lorsque x tend vers a,
Lorsque x tend vers A, phi de x tend vers phi de A, qui est alpha. Et lorsque y tend vers B, alors phi de y, d'accord, y tend vers B, phi de y converge vers phi de B, qui est bêta, hein. D'accord? Et donc, par passage à la limite, lorsque x tend vers A et lorsque y tend vers B, on aura en fait le théorème. Cette limite existe si seulement si celle-là existe. Et dans le cas d'existence, on a l'intégrale entre alpha bêta, égale à l'intégrale entre A et B de cette fonction. Voilà. Donc la troisième et dernière partie, et dernière méthode, c'est l'intégration par partie, hein. L'intégration par partie, donc étant donné f et g deux fonctions continues de classe C1, de classer un par morceau sur un intervalle AP. Alors, de classer un par morceau, ça veut dire qu'il existe une subdivision telle que sur xk plus 1, la fonction est de classe 1, hein. Et donc, on ne demande pas vraiment de la fonction qu'elle soit de classe 1 sur tout le segment, hein, sur tout le segment. Donc, ici, on demande f est de classe 1 par morceau sur l'intervalle AB, ça veut dire qu'il est de classe 1 par morceau. C'est sur tout segment. Et dans le segment, on considère une subdivision et donc on trouve on demande qu'elle soit de classe 1 sur chaque xk plus 1, hein. Alors, si la limite de f de t fois g de t en b-, par exemple, existe, d'accord, en b- existe, donc est fini, hein. Ça veut dire existe et ne vaut ni plus l'infini ni moins l'infini. Alors les intégrales, l'intégrale de f'g entre AB et l'intégrale de fg' sont de même nature. Ça veut dire qu'ils convergent toutes les deux ou ils divergent toutes les deux. Et donc en cas de convergence, on a l'intégrale de fg' entre A et B. C'est vraiment la même formule, changement d'intégration par partie. Dans le cas des fonctions continues par morceaux, voilà, oui. Et donc le théorème s'obtient également à partir du théorème de d'intégration par partie pour les fonctions C1 par morceau voilà, sur un segment. Donc si vous avez f et g C1 par morceau sur un segment, ça veut dire que l'intégrale entre a et x de f'g n'est autre que fg moins f de hg de a, donc la valeur prise en x et la valeur prise en a, moins l'intégrale entre a et b, a et x, de f de t, g' de t. Et donc, lorsque vous tendez x vers b, donc si cette limite existe, sous condition que cette limite existe, est finie. Donc, cette fonction admet une limite en B si seulement si celle-là admet une limite en B. Et en cas de convergence, juste en temps x vers B, on obtient vraiment la formule ainsi. Voilà. Alors maintenant, j'arrive à la dernière partie, qui est la partie des fonctions intégrales. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'une fonction intégrable? Alors là, il faut vraiment faire très 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 attention par la suite. Alors une fonction, on va dire qu'une fonction est intégrable, n'est pas vraiment une fonction qui admet une intégrale généralisée, mais c'est une fonction telle que l'intégrale de module de la valeur absolue ou de module, si on est complexe, de f, converge, hein. Ça, c'est vraiment, il faut vraiment faire très très attention à ce mot-là, à ce mot intégrable. Donc, des fois, on dit que l'intégrale, f est intégrable, ou on dit aussi également que l'intégrale de f est absolument convergente. D'accord? Donc, c'est une intégrale qui est absolument convergente. Alors, on va noter L1 de IK, l'espace des fonctions intégrables sur I. D'accord? Des fonctions intégrables sur I. Et à l'aide des théorèmes de comparaison qu'on vient de dire, il est vraiment facile de montrer que L1 de IK
est un espace vectoriel, est un K-espace vectoriel est un K-espace vectoriel. D'accord? Donc c'est un sous-espace vectoriel des applications qui vont de I dans des fonctions, de l'espace des fonctions continues, pardon, ceux de I dans K. Vous prenez alpha, bêta, de, de coefficients dans K, f et g de fonctions absolument convergentes. Donc, valeur absolue au module de alpha g plus alpha f plus bêta g est inférieur à valeur absolue de alpha fois valeur absolue fois module de f plus module de bêta fois module de g. Voilà. Donc, vous faites intégrer. Donc, vous obtenez des fonctions qui sont positives. Donc, si f est intégrable et g est intégrable, ça veut dire que l'intégrale module de f existe, module de g existe, alpha fois module de f, bêta fois module de g existe, et donc l'intégrale de alpha f plus bêta g en module existe, hein. Et donc, c'est une fonction, c'est vraiment un espace vectoriel. Donc, j'ai tellement oublié de montrer, de signaler sa structure, mais bon, ceci n'est pas vraiment, on peut le rattraper, hein. Alors, la fonction qui est t fait correspond à exponentielle it sur t à la puissance alpha est intégrable sur 1 plus l'infini si seulement si le alpha est supérieur strictement à 1. Parce que son module, c'est 1 sur t à la puissance alpha. D'accord? Son module, c'est 1 sur t à la puissance alpha qui est intégrable, qui admet une intégrale si seulement si alpha est supérieur strictement à 1. C'est une intégrale de Riemann. Alors la fonction qui est t qui correspond à 1 sur t sur 1 plus t carré n'est pas intégrable parce qu'au voisinage de plus l'infini sur R, parce qu'au voisinage de plus l'infini, par exemple, il est équivalent à 1 sur t. 1 sur t n'est pas du tout intégral. Exponentiellement t, sinus t sur t est une fonction qui est intégrable au voisinage de plus l'infini, qui est intégrable sur 0 plus l'infini. Alors premièrement, il est prolongeable par continuité en 0, il admet une limite en 0, sinus t sur t admet une limite en 0 et exponentiellement t est bon, est une fonction très bonne. Et de plus, elle est majorée au voisinage de plus l'infini, alors quel que soit t supérieur à 1, exponentiellement t, fois sinus t sur t est inférieur à exponentiellement t, qui est une fonction qui est bien intégrable, et donc cette fonction-là est intégrable, hein. Cette intégrale est absolument convergence. Alors là, exponentiellement t, on dit intégrable ou admet une intégrale, c'est vraiment la même chose, parce que la fonction est positive, hein. Donc l'intégrale de sinus t sur 1 plus t carré est absolument convergente aussi parce que sinus t sur 1 plus t carré est majoré par 1 sur 1 plus t carré et 1 sur 1 plus t carré est intégrable d'intégrale pi sur 2. Sa primitive c'est l'arc tangente. D'accord? Et intégrable d'intégrale pi sur 2 fini, hein. Donc voilà. Alors maintenant, étant donné f une fonction continue par morceau sur un intervalle i, une fonction intégrable, alors il admet une intégrale. Donc si l'intégrale de module de f finit, alors l'intégrale de f sera finie également, et de plus, on n'aura que l'intégrale, la valeur absolue de l'intégrale de f est inférieure à l'intégrale de la valeur absolue de f. D'accord? Donc pour ce faire, donc, prenons par exemple, alors ici je vais présenter deux preuves. D'accord? Donc la première, donc si I est d'extrémité A et B, par exemple, donc on va revenir à la définition de l'intégrale, hein. Et donc, considérons les fonctions f1 qui est l'intégrale entre x et c de f, et f2 l'intégrale entre c et x de f a pour un certain c dans I. Et donc, pour que l'intégrale entre A et B converge, il suffit de montrer que le f1 et f2 admettent des limites en A et en B respectivement. Et dans ce cas, on n'aura que l'intégrale entre A et B égale l'intégrale entre A et C plus l'intégrale entre C et A. Donc, en fait, c'est vraiment la relation de Chan, hein.
Alors, puisque l'intégrale de module de f est une intégrale qui est convergente, alors l'intégrale entre x et y de ça admet une limite au voisinage lorsque x tend vers a et lorsque y tend vers b, et la limite égale à l'intégrale entre a et b de module de f. Alors, si vous considérez la fonction g1 qui est l'intégrale entre c et x de module de f, et g2 l'intégrale de module de f de xc, d'accord? Alors, il va exister un voisinage, donc g1 et g2 qu'est-ce que je viens de dire? Alors G1 et G2 possèdent des limites au voisinage de... Alors G1 possède une limite au voisinage de B, G2 possède une limite au voisinage de A parce que celle-là converge. Et donc il va exister pour n'importe quelle epsilon positive, il va exister état positif tel que, quel que soit U, V dans le voisinage de A, d'accord, un voisinage à gauche, à droite de A. Donc on aura en fait que G1 de U moins G1 de V est inférieur à Epsilon, et quel que soit U et V dans un voisinage à gauche de B, on aura également que G2 de U moins G2 de V inférieur à Epsilon parce que G1 et G2 admettent des limites. Et donc, si vous prenez également pour U et V au voisinage de A à gauche, alors F1 de U moins F1 de V est n'est autre que l'intégrale entre U et V de F au module qui est inférieur à la valeur absolue de l'intégrale entre U et V de module de F, et cette intégrale n'est autre en fait que G1 de U moins G1 de V, hein, tout simplement inférieur à epsilon. Alors de la même façon, on aura vraiment ce sont les mêmes calculs au voisinage de B. Alors là, la preuve apparaît un petit peu compliquée parce qu'on travaille ici pour un intervalle quelconque. Et c'est vraiment pour cela on préfère de, de présenter les résultats, sauf pour les intervalles A, B avec B ouvert en B, hein. Mais bon, ici on étudie le problème au voisinage de A et le problème au voisinage de B carrément. Et donc ici, puisque F1 de U moins F1 de V est inférieur à Epsilon, au voisinage de A, alors pour la caractérisation de la limite, critère de Cauchy implique que F1 admet une limite en A, et également pour F2 au voisinage de B, donc F2 admet une limite en B. D'accord? Donc, pardon. Voilà. Alors, pour la deuxième preuve, donc la deuxième preuve, c'est vraiment une preuve qui est purement de l'analyse, de l'intégration, hein. Il utilise vraiment des techniques d'intégration. Donc c'est pour cela qu'on essaye de la présenter. Pour la première, ce sont vraiment juste des techniques d'analyse, de limites, ainsi de suite. Alors, pour le premier cas, supposons que f est une fonction à valeur réelle, hein, et pas complexe. Alors, s'il est à valeur réelle, on définit deux fonctions. La première, c'est f+, la deuxième, c'est f-. Alors, f+, qu'est-ce que f+, c'est le maximum entre f et 0, et f-, c'est le maximum entre moins f et 0. Et donc, si vous vérifiez, on trouve que f égale à f plus moins f moins, et module de f égale à f plus f moins. Et de plus, les deux fonctions f plus et f moins sont deux fonctions qui sont positives. D'accord? Alors, f plus est inférieur à module de f, d'accord, parce que c'est le maximum entre f et 0. F- est inférieur à valeur absolue de f également, et donc, ce sont deux fonctions positives, hein. Ce sont des fonctions tous positives. Donc, puisque l'intégrale de f existe, donc l'intégrale de f- existe, et l'intégrale de f plus existe. Et puisque f c'est f plus moins f moins, donc son intégrale existe, et c'est tout. Voilà. Et donc, pour le cas général, le cas où on a une fonction
à valeur complexe ou réelle. Donc on écrit que f égale à la partie réelle plus i, sa partie imaginaire, et donc il faut travailler sur la partie réelle et la partie imaginaire. Alors dans ce cas, on a la partie réelle de f est inférieure au module de f, et donc l'intégrale, donc puisque f est intégrable, donc la partie réelle est intégrable, et puisque la partie réelle est une fonction à valeur réelle, donc l'intégrale de la partie réelle également existe, d'après le premier cas. La partie imaginaire, c'est vraiment la même chose. La module de la partie imaginaire inférieure au module de f, donc ce qui montre en fait que la partie imaginaire est absolument intégrable, et donc il est intégrable. Donc l'intégrale existe, hein. L'intégrale est absolument convergente, et donc l'intégrale est convergente, est une intégrale qui est convergente. Alors, il résulte du théorème, voilà, les théorèmes de comparaison qu'on vient de dire, et c'est bon, hein. La partie réelle admet une intégrale, la partie imaginaire admet une intégrale, d'après ceci, parce qu'elles sont intégrables, et donc l'intégrale de f converge, parce que ces parties réelles et parties imaginaires convergent. Alors, la réciproque de ce théorème n'est pas du tout vraie. Et donc, c'est pour cela, je vous ai dit au début, il faut vraiment faire attention avec les fonctions intégrables et les fonctions qui admettent des intégrales. Alors, la réciproque est carrément fausse, hein. Elle est, elle est fausse. On a juste une implication. Intégrable implique que l'intégrale existe, mais l'intégrale existe n'implique pas que la fonction est intégrable. Donc, pour ces fonctions, telles que l'intégrale de f existe et l'intégrale du module de f n'existe pas, on dit que ces intégrales sont semi-convergentes. D'accord? Sont semi-convergentes. Donc là, il y a un contre-exemple par Riemann. Donc c'est un contre-exemple qui est très très classique et qu'il faut retenir, hein. Donc il faut le prendre, hein. Donc c'est la fonction sinus cardinale. La fonction sinus cardinale est une fonction qui admet une intégrale, une intégrale convergente. Alors l'intégrale de sinus t sur t convergente, donc vous pouvez faire juste ici une toute petite intégration par partie pour pouvoir montrer que cette intégrale converge, hein, en faisant par exemple U c'est U' c'est sinus et V c'est 1 sur T. Donc vous allez tomber dans une intégrale de un cosinus sur t carré ou un moins cosinus sur t carré. Bon, c'est une quantité positive sur t carré qui est bien convergente au voisinage de plus l'infini. Et là, en fait, on donne en fait une démarche pour montrer que l'intégrale de module de cette fonction ne converge pas en calculant juste par exemple ici pour la deuxième méthode l'intégrale de la valeur absolue entre kpi et k plus 1pi. Donc il est majoré par 1 sur k plus 1pi fois l'intégrale entre 0 et pi de sinus de t. Donc juste on minore 1 sur t. 1 sur t, on encadre 1 sur t au voisinage lorsque t est comprise entre kp et k plus 1pi. Et donc, si vous faites sommer, ici, vous sommez là, et là, vous allez trouver la somme de 1 sur k ou la somme de 1 sur k plus 1 qui est la somme qui est, qui est une suite divergente. Donc, c'est la série harmonique, hein. C'est la série harmonique. Donc, on a déjà vu la série harmonique, hein, précédemment. La somme de 1 sur k lorsque k comprise entre a et n est équivalente à log de n. D'accord. Alors voilà les critères d'intégrabilité. Donc étant donné f et g deux fonctions continues par morceau sur AB. D'accord? Alors, s'ils sont toutes les deux positives, donc pour le cas positif, donc l'intégrabilité et l'existence d'intégrales sont les mêmes. Et donc, G intégrable implique que F est intégrable. Si G intégrable, ça veut dire que l'intégrale de G fini, hein, existe.
carrément, hein. Donc, parce que g est positive. Alors, si l'intégrale de g existe, alors l'intégrale de f existe, et donc on a l'intégrabilité. Alors, si f égale un grand taux de g, donc cette fois-ci, on ne demande pas de positivité au voisinage de b ni rien du tout. Alors, g est intégrable implique que f est intégrable. Pourtant, pour l'existence de l'intégrale, on avait besoin de la condition f et g soient positives au voisinage de b toutes les deux. Mais là, si vous remarquez là, on supprime la condition positivité parce que là, on parle de module de f, module de g au voisinage de B. Alors, petit O implique grand O, c'est vraiment très faible. Alors, l'équivalence aussi. Alors, l'équivalence, on a l'équivalence, hein. On a l'équivalence entre l'intégrabilité de f et l'intégrabilité de g lorsque f et g soient équivalentes au voisinage de B. Et ici également, on supprime la positivité de g au voisinage de B, hein, également. Donc c'est ça. Alors, pour les critères d'intégrabilité, alors oui, pour la preuve, donc la preuve, c'est vraiment les théorèmes de comparaison, hein. C'est vraiment les théorèmes de comparaison appliqués à module de f et module de g. Alors oui, comme théorème, donc dans lequel on généralise également les exercices qu'on vient de poser. Alors si f et g sont deux fonctions continues par morceau sur l'intervalle AB, ouvert en B, à valeur dans K. Alors si on suppose par exemple que g est positif sur un voisinage de B, donc si f égale un petit taux de g, d'accord, alors f, si g est intégrable, alors f est intégrable également. Donc ici, on n'a pas besoin que f soit intégrable, soit positif. Donc juste g qui est positif au voisinage de 0. Et dans ce cas, on a en fait le reste de l'intégrale égale un petit taux du reste de l'intégrale. Et si g est non intégrable, donc f est non intégrable et on a l'intégrale entre a et x est égale un petit taux de l'intégrale. Donc la partie dominante égale un petit taux de la partie dominante de l'intégrale. Alors on suppose de plus maintenant que f est aussi positif. Donc si f est positif, g positif avec f et g sont équivalentes. Alors si g est intégrable, alors f est intégrable et les restes sont équivalentes. Et si g est non intégrable, alors f est non intégrable et la partie dominante de l'intégrale de f est équivalente à la partie dominante de l'intégrale de g. Alors, comme un petit exercice, montrer par exemple que l'intégrale entre 0 et x de dt sur racine carrée de t est équivalente à 2 fois racine carrée de x. Alors, pour ce faire, on a en fait au voisinage de 0, 1 sur, donc le problème qui se pose ici, c'est au voisinage de 0. On cherche l'équivalence au voisinage de 0. Et donc, 1 sur racine carrée de tangente de t est équivalente à quoi? Équivalente à 1 sur racine carrée de t, qui est bien une fonction intégrable au voisinage de 0. Et donc, le reste de l'intégrale, c'est l'intégrale entre 0 et x, hein. C'est l'intégrale entre 0 et x est équivalente à l'intégrale entre 0 et x de 1 sur racine de t, qui est 2 racine carrée de x. Alors, également, l'intégrale de exponentielle moins t carré, exponentielle t carré dt est équivalente à exponentielle x carré sur 2x. Donc l'intégrale de exponentielle t carré, donc exponentielle t carré n'est pas intégrable, d'accord? Donc il n'est pas du tout intégrable. Et donc voilà, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de exponentielle t carré plus l'intégrale entre 1 et x de exponentielle t carré dt. Mais si vous calculez la prime de ça, donc la dérivée de cette fonction est équivalente à exponentielle de t carré. Et puisqu'elles sont équivalentes, donc leur intégrale est équivalente, d'accord?
leurs intégrales sont équivalentes. Et donc, l'intégrale de ça, c'est vraiment exponentielle x carré sur x. Hein, tout ça. Donc, l'intégrale de ça, entre 1 et x, est équivalente à exponentielle x carré sur x. Et donc, la conclusion, c'est que cette intégrale est équivalente à 1 demi fois exponentielle x carré sur x. Alors là, un petit complément sur les fonctions de carré intégrable. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'une fonction carré intégrable? C'est une fonction continue par morceau, telle que l'intégrale de module de f au carré, tel que module de f au carré soit intégrable. Ou même, vous pouvez faire fonction p intégrable. Et donc, c'est une fonction continue par morceau, telle que f à la puissance p avec p en réel. F à la puissance p est intégrable. Ça veut dire que l'intégrale de f à la puissance p existe. C'est fini. Hein. Donc, on notera en fait par la suite L2, donc carré intégrable de L2 de IK, c'est l'ensemble des fonctions de carré intégrable, d'accord, de carré intégrable, ou on dit des fois de carré sommable sur I. Alors, la structure de ce L2 est un K-espace vectoriel, d'accord? Donc, c'est un K-espace vectoriel. De plus, on a l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans cet espace-là, d'accord? Et si on a deux fonctions, donc le produit des deux fonctions n'est pas dans L2, mais c'est dans L1. Hein. N'est pas dans L2, mais c'est dans L1. Donc le produit de deux fonctions L2, le produit de fonctions n'est pas une loi de composition interne. D'accord? Donc c'est pas vraiment une algèbre. L2, c'est pas vraiment une algèbre. Voilà. Alors, pour l'espace vectoriel, juste vous faites alpha f plus bêta g au carré est inférieur à 2 fois alpha carré plus bêta f carré plus bêta carré g carré. Et donc, en fait, puisque c'est l'intégrable, donc cette fonction est intégrable, et donc celle-là est intégrable. Et donc, alpha f plus bêta g appartient à L2 de IK, L2 de IK, ici L2 aussi. L'inégalité de Cauchy-Schwarz provient également de l'inégalité prouvée pour les fonctions continues par Borso. Donc, juste on fait l'intégrale entre a et x de f de t g de t est inférieure à l'intégrale entre a et x de f carré fois l'intégrale de a et x de g carré, et on tend x vers b. Hein, on tend x vers b, et donc on a l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc, c'est tout pour ce cours-là. Merci pour votre attention, et à une prochaine vidéo, Inch'Allah, un prochain cours.